La première fois que j'ai rencontré Bruno Pinchard, c'est il y a plus de 35 ans, à un colloque qui se tenait au Mans sur la question des sciences. Et Bruno Pinchard avait fait un exposé qui avait ravi, je crois, tout le monde, qui est resté gravé dans le souvenir de beaucoup de gens, qui, si ma mémoire est bonne, était sur Malebranche. Je veux dire Vision que métaphysique à la manière de Malebranche. c'est ça. Ce qu'on apprécie surtout quand on écoute Bruno, c'est que c'est une distinction qu'on veut faire, c'est un exercice de philosophie. C'est de la philosophie. C'est pas ce qu'on souvent on a, qui est souvent de l'histoire de la philosophie. Et c'est ce qui permet à moi, c'est une bonne distinction de distinguer des philosophes qui ne font que de l'histoire de la philosophie et des philosophes qui essayent de faire de la philosophie. Et donc je pense que ce dont il va nous parler ce soir, c'est plus de penser avec Marx que de nous faire un banal compte-rendu de ce qu'on pourrait faire sur Marx. C'est comment penser avec Marx aujourd'hui. Ce que Marx nous dit aujourd'hui d'une certaine manière, pour nous, comme philosophe, en tant que philosophe, en prenant sa philosophie au sérieux. On avait fait aussi ensuite un séminaire commun qui se tenait à l'école des mines, qui a duré 2 ans, et qui était un séminaire organisé par Isabelle Stengers, qu'on a invité ici, qui est venue nous parler ici des sciences. Bruno Latour, qu'on n'a pas invité, mais qui serait d'accord pour venir un jour nous parler de l'écologie. Et Toby Nathan, que l'on a invité et qui est venu ici il y a à peu près 4-5 mois pour nous parler des lois de l'hospitalité. Donc, j'ai été surpris parce que Bruno Pinchard était connu comme un spécialiste des philosophes de la Renaissance. Et c'est une œuvre importante, dont j'ai édité un livre à l'époque où j'étais au Seuil, et qui là m'a surpris en me faisant lire un manuscrit qui va paraître au mois de mai chez Quimé, et qui est donc un manuscrit sur Marx, Marx à rebours, hein, ou à revers. À rebours. Ça s'inscrit dans un projet de travail de Bruno Pinchard qui peut-être le bouclage d'un cercle, puisque tu dis à un moment donné dans ce manuscrit que quand tu étais encore étudiant à l'école normale supérieure, tu as travaillé sous la direction ou avec Althusser. Donc il y a un lien là qui se renoue peut-être, je ne sais pas, tu nous diras peut-être. Et ton travail donc, qui est un travail de philosophie, de vraie philosophie, il y a déjà un volume de sortie qui s'inscrit un peu dans la démarche dont tu vas nous parler ce soir, qui s'appelle Métaphysique de la destruction, et qui est paru, évidemment, publié par les éditions Peters-Louvain, édition de l'Institut supérieur de philosophie de Louvain-la-Neuve. Donc c'est évidemment pas ce qu'on trouve dans les marchands de journaux des villes de province, etc. C'est quand même un livre, mais vous pouvez évidemment le trouver maintenant grâce à Amazon, Internet, Amazon, ce genre de livre est mis à égalité. Amazon fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, mais au moins il met à égalité tous les livres, quels qu'ils soient, puisqu'ils sont disponibles, quel que soit l'éditeur, la taille de l'éditeur. Tout le monde est à égalité. Donc voilà, donc je ne vais pas te présenter plus longtemps, je suis content de te recevoir. Je te laisse la parole pour que tu nous fasses, ici les gens et leur travail, qu'est-ce qu'ils nous expliquent. Donc à toi de nous dire ce que tu as envie sur Marx et de ce que tu as trouvé chez Marx et de ce qui te fait penser chez Marx. Merci Philippe, c'est vrai qu'on a mené ensemble une histoire assez longue et il y a eu des beaux livres qui ont traversé notre cheminement commun. Alors, ce soir, je voudrais vous évoquer comment la relecture de Marx à l'occasion de l'année 2012 et des différents rééquilibrages idéologiques qui s'y sont effectués, la relecture de Marx à cette époque est entrée dans un dessein qui me tient assez à cœur, qui est de restituer à la philosophie des droits ou des prérogatives qu'elle a dû abolir au cours des différents effets critiques qui ont porté sur elle. J'ai envie, en philosophie, de restituer substance, forme, substrat, contradiction, puissance, causalité surtout. Contradiction, nature. Et j'ai pas beaucoup de candidats pour m'aider à mener à bien cette entreprise. Il se trouve que ces propositions, elles viennent évidemment d'un fond grec. Et pour dire ça d'une façon vague et seulement générique, elles viennent d'Aristote. Et une de mes intuitions, c'est que un des états de la postmodernité, c'est que nous sommes sous une tyrannie platonicienne, dont Badiou, par exemple, pourrait être un exemple suffisant. Une tyrannie platonicienne, évidemment la République de Platon. Et moi, je suis là pour
faire le mauvais élève aristotélicien qui réclame face au platonisme des substrats, des opérations de singularité qui sont les substances, des formes, et qui discerne une maladie dégénérative, au fond, qui va connaître évidemment des efflorescences sublimes à la Renaissance, dans le platonisme éternel, au moins au sens où il est nécessaire que, parallèlement à cette platonisation de l'idéologie, des effets critiques aristotéliciens s'enracinent, se multiplient, se mettent à l'œuvre. Or, l'idée simple, c'est que Marx vient prendre une place dans ce rééquilibrage. Marx, qui est un de ceux qui a défini le plus parfaitement qui soit Aristote, qui a reconnu que la forme valeur venait de l'œuvre aristotélicienne, et qui est, d'une certaine façon, un des témoins les plus glorieux de la puissance de l'aristotélisme dans la pensée occidentale. Même si, et j'aime cette outrance, même si, pour se tenir dans cet horizon aristotélicien, il a dû forger une appartenance au matérialisme qui, pour les philosophes, a très mauvaise réputation et très difficile à tenir. Mais au fond, c'est la façon dont on dirait en première approximation, il a tenu fidélité à Aristote. Et ça, je voudrais le saluer ici, l'en saluer, et lui reconnaître le droit à avoir eu cette grossièreté féconde qu'on essaiera d'enregistrer davantage tout à l'heure. De telle façon que si vous acceptez cette méthode ou ce projet, je voudrais inventer un Marx qui serait essentiellement éloigné de Negri et même de Poston. Alors Poston, vous le connaissez moins, mais je viens de publier un article assez développé sur lui dans la revue Cité, donc vous pouvez voir qui est Poston, homme profond et remarquable à bien des égards. Mais Negri, dans son concept d'empire, me semble faire exactement fausse route. C'est-à-dire qu'il voudrait solliciter les luttes des masses, les réveils de la revendication pour, loin de tout arrêt métaphysique, produire de la différence, de la subversion au sein de l'Empire. L'Empire serait donc la fatalité de la pensée, et penser en singularité, à la façon de Spinoza, comme il le croit, ou comme il le pense, consisterait à opposer des revendications locales contre le produit global qu'est l'Empire. Or, vous allez voir que je pense exactement le contraire. Je pense que Empire est la chance de la philosophie et que Empire est le programme philosophique auquel nous enjoint Marx. Poston, c'est autre chose, c'est plus technique, c'est ce qu'on appelle l'école de la valeur. Et Poston pense qu'on peut réécrire le marxisme au-delà des positions de militantisme dans lesquelles justement s'embarrasse Negri, en montrant les différents moments de la forme valeur, et ça devient une dialectique au fond interne à la forme valeur, idée puissante puisqu'elle va jusqu'à une réinterprétation extrêmement délicate et presque arrogante de la Shoah, mais elle permet évidemment de reconstituer ce qu'on pourrait appeler un discours marxiste en dehors de l'enregistrement des contradictions de faits qu'on enregistre ou qu'on observe dans le cercle social. Cependant, ce n'est pas à partir d'une dialectique interne de la valeur que je cherche l'enrichissement philosophique de Marx, sa sollicitation d'une puissance critique de la pensée. Je prétends que cette puissance critique de la pensée ne peut se faire qu'à partir d'un cheminement, une radicalité philosophique qu'il y a en réserve dans la pensée de Marx et qu'il faut falloir que je justifie face à 1000 arguments qui viendraient s'y opposer, formulés par Marx lui-même. Le premier argument que j'avance, c'est mon argument radical, c'est mon argument maître, si vous voulez. Et si vous ne l'acceptez pas, on risque de ne pas être d'accord assez vite. Donc ça va être facile à éclaircir. Je pense que cette radicalisation philosophique et même métaphysique est rendue nécessaire par les nouvelles formes de totalisation auxquelles nous participons. C'est-à-dire que c'est la forme globalisante du marché associée à ce que j'appelle des logiques d'empire qui
produisent ou exigent une intelligibilité propre, intelligibilité qui a été, à mon sens, saisie et neutralisée par le projet léniniste de faire du marxisme un dessein anti-impérialiste. En faisant ce pari, qui a donné lieu évidemment à des radicalités politiques et même militaires capitales, je crois que Lénine n'a pas vu que dans l'Empire se constitue une forme de totalisation idéale, une sorte, au fond, d'engagement du désir qui réimpose la totalité, non seulement comme résultat économico-social, mais comme forme de pensée, structure de l'intelligence, et constitution d'un ordre. Il y a un ordre de l'Empire et il faut comprendre l'ordre de l'Empire. Et c'est précisément ce moment qui implique et qui mobilise, à mon avis, Marx en profondeur. Pour le dire encore autrement, le capitalisme n'est pas simplement une forme de production en régime bourgeois. Le capitalisme est une structure et qui a cette particularité de ne s'exiger que comme totalité. Cette totalité se déploie sur l'histoire comme empire. Et si donc vous voulez comprendre le capitalisme, il vous faut comprendre l'empire. Et si vous voulez comprendre l'empire, il faut comprendre la totalité. Et si vous voulez comprendre la totalité, il faut faire de la philosophie. Point barre. Bon. Alors, encore faut-il avoir un concept de totalité. Et donc, ce que je pense, c'est que Marx le produit dans la notion de système. Système capitaliste, ou comme il dit encore, hein, développement de la production capitaliste. Un système de production. Derrière le concept de totalité ou de globalisation, avec son moment idéal, il y a plus profondément encore un concept lourdement philosophique qu'est le concept de système. Donc nous sommes confrontés à cette exigence qui dépasse toute forme de sciences humaines ou toute forme de relativisme historique ou toute forme de, j'allais dire même de matérialisme historique, qui nous oblige à faire face aux défis intellectuels que représente le système. Or, jusqu'alors, une seule forme de savoir a pris en charge la notion de système, on a déployé toutes les possibilités, on a explicité les registres de savoir, on a sondé le savoir absolu, et cette forme de savoir s'appelle la philosophie, en tant qu'elle est une pensée par principe qui assume des systèmes. Ainsi donc, la philosophie se trouve réengagée par-delà les verdicts de Marx dans le dessin d'intelligibilité du monde moderne, dès lors qu'il y a un système à l'œuvre dans le monde moderne. Et donc, le regain de philosophie est rendu nécessaire par l'engagement du système dans la globalisation. Et dans ces conditions, je suis obligé de prendre une autre position critique qui vient compléter ma critique de Negri ou ma critique de Postone. Aujourd'hui, la philosophie, dans un des textes liminaires fondateurs de la philosophie postmoderne, c'est défini par un infini qui se révolte contre la totalité. J'ai cité évidemment ici Totalité et infini de Lévinas. Je crois que si nous assumons les enchaînements que j'ai proposés, il faut réveiller la pensée de la totalité contre celle de l'infini, que c'est même exactement ce par quoi la philosophie ne sera pas religieuse, mais sera intelligente, c'est-à-dire métaphysique, et qu'elle pourra proposer un savoir à la mesure des formes d'empire qui se développent aujourd'hui. Je dis donc que toutes les opérations d'une merveilleuse intelligence, salut Pierre, merveilleuse intelligence développée par Lévinas dans Totalité est infinie sont à subvertir par un engagement que Marx rend possible, je dirais un défi que Marx rend possible, et qui consiste à faire face au désengagement de la philosophie à l'égard de la totalité telle que Lévinas l'a voulu. Donc vous voyez, les conséquences ne sont pas légères, à la fois sur le plan institutionnel, à la fois
sur le plan religieux et sur le plan des enjeux actuels, de ce qu'on pourrait appeler la forme actuelle de la platonisation de l'intelligence, celle à laquelle je m'oppose précisément, c'est-à-dire la phénoménologie. On y reviendra sans doute. En tout cas, vous voyez que si nous voulons penser quelque chose comme Chine, et bien après que j'ai écrit le livre quelque chose comme Russie, il va nous falloir déplacer un certain nombre d'assises de la pensée critique contemporaine et remettre en cause un certain nombre de partis pris de l'infini, plus moi-même que moi-même, que l'augustinisme religieux et l'infinitisme spéculatif, ou cartésien d'ailleurs, ont vu se développer à partir de Lévinas. Alors là, vous avez des raisons d'être très révoltés, je l'espère, en tout cas, vous allez me dire, mais enfin quand même, qu'est-ce que vous faites de la thèse sur Feuerbach? Parce que vous faites un geste extrêmement réactionnaire. Vous revivifiez la philosophie en ce lieu même où la philosophie était censée passer de son acte liminaire d'interprétation pour devenir le programme de transformation du monde. Donc vous avez manqué l'essentiel de ce que Marx avait trouvé. Et je répondrai que j'ai bien évidemment pensé à cet argument, mais que en décidant que la philosophie devait se dessaisir de son acte d'interprétation pour passer à la transformation, je suppose et je soutiens que la philosophie, plutôt le marxisme dans ce programme est resté essentiellement une interprétation du monde. L'interprétation du monde en tant que l'interprétation devient transformation. Cet acte d'interprétation qui consiste à poser qu'un monde doit se transformer. Et que dès lors, cette critique de la philosophie est d'une certaine façon un regain de philosophie. Que c'est une interprétation maître, c'est une certaine puissance d'interprétation que de congédier ainsi l'interprétation. Et que par conséquent, le parti pris de la praxique, praxis, est un des positionnements, je dirais, originaux, indéplaçables de Marx à l'égard de la philosophie, ajoutant donc en ce sens un âge philosophique à ce qu'il appelle lui-même la fin de la philosophie. Ainsi donc, c'est pas si simple de m'opposer les thèses de Feuerbach, dans la mesure où il y a au fond une sorte d'imprégnation ou de domination secrètement philosophique dans le congé de la philosophie. Et de toute façon, quand bien même on céderait à la violence de la thèse sur Feuerbach, il reste ce que je vous ai posé à titre de principe indéplaçable de mon discours. Il y a quelque chose comme des Chines, ou comme des Russies, ou comme des réconciliations post-communistes entre marxisme et capitalisme, qui exigent de toute façon de positionner la pensée dans son rapport à la totalité. Ainsi, on peut formuler mon point de vue encore de cette façon en disant Marx est contraint à la philosophie, même s'il ne le veut plus, par des logiques d'empire. Comme je l'ai dit tout à l'heure encore, loin d'être contre les impérialismes comme le pensent les léninistes, le capital est une interprétation de l'empire qui va se tromper cependant. Mais il ne va pas se tromper comme le pensait Lénine, c'est-à-dire, par exemple, en trahissant la politique nécessairement anti-impérialiste qui serait requis par un léninisme bolchevique. Non. La faiblesse de Marx portera sur ce seul point. Il a annoncé au nom d'une logique d'empire une révolution mondiale, et c'est 2 guerres mondiales qui sont venues. Il s'est trompé de violence, ce qui ne veut pas dire qu'il s'est soit trompé de totalité. Cette erreur dans la violence fut évidemment une forme à la fois un destin dont a pu s'emparer Lénine pour lui produire ou lui imposer la forme de la révolution internationale ou de la révolution mondiale. Mais cette résistance de la guerre mondiale à la lutte anti-impérialiste rend possible, à mon avis, ou rend nécessaire plutôt, ce moment structurel vrai
qui est d'interroger la forme empire dans la totalisation en marche du capitalisme postmoderne. Je dirais que dans ces conditions, le déni de Lénine me permet de parler de Marx-Empire. Marx-Empire étant le développement mondial du capitalisme en tant qu'il est mu par des raisons. Et c'est pourquoi on arrivera à cette thèse que, contrairement aux apparences, Marx est plus matérialiste qu'historiciste. En effet, par son adhésion et sa puissance quant à penser l'Empire, il produit ce que j'appellerais un matérialisme transcendantal, ou encore un matérialisme de structure, et que jamais, et c'est bien pourquoi il a eu tant de difficultés au fond à distinguer une révolution d'une guerre mondiale, il ne produit pas un historicisme relativiste, ni même un historicisme documentaliste. Il n'est jamais un empiriste qui fait des sciences humaines. Il est toujours un factuel qui constitue ce fait en une structure qui lui donne son sens. Et donc, à ce titre, il est, ce que j'appelle encore une fois, un matérialiste transcendantal, de même qu'il propose dans les Grundrisse une théorie transcendantale de l'argent. D'une façon générale, nous donne entre les mains une puissance de structure qui nous libère de ces déclinaisons historiques que nous n'avons que trop connues. C'est ce que je disais donc à l'instant. On peut dire que des phénomènes massifs comme Chine nous contraint à relire Marx du point de vue de la totalité, c'est-à-dire du point de vue du concept qui la meut. La Chine tout entière réveille le concept au sein de la passivité qu'aurait pu devenir le matérialisme. Et elle contraint les marxistes à la philosophie. La globalisation, et ça c'est le point évidemment le plus blessant de ce que j'ai à dire, la globalisation libère Marx de son humanisme, c'est-à-dire des manuscrits de 1944. Je redis cette proposition désagréable. La globalisation libère Marx des manuscrits de 1944, c'est-à-dire de son humanisme militant. Certes, il peut être fait un usage politique de cette globalisation, à condition qu'elle devienne une conscience dans la théorie, c'est-à-dire précisément une conscience dans la totalité. Mais cette conscience ne peut se réduire ni à un jugement moral, ni à un décisionnisme toujours nihiliste. Je pense ici bien sûr à Heidegger. Ni à des conduites purement négatives de révolte, d'indignation, de marginalisation. Et ni surtout, bien sûr, à la reconstitution d'un élitisme de parti. La totalité éradique ces positionnements partiels. Elle oblige à déclarer que la conséquence directe du capitalisme dans sa phase actuelle, c'est la mort du subjectivisme. Et cette mort du subjectivisme, c'est précisément cela, l'intelligence de Marx. Dans la thèse du parti comme lumière de la classe ouvrière, ou éducateur de la classe ouvrière, il demeurait une forme de subjectivisme que précisément la globalisation a réussi à éradiquer. La forme actuelle du Parti communiste en Chine montre à quel point le parti, pour survivre, a dû s'identifier à des fonctionnements de la globalité, ne laissant pas place à ces conduites humanistes qui nourrissaient l'œuvre des manuscrits de 1944. Je crois donc que Carl Schmitt, l'auteur dont il faut quand même prononcer le nom ici, mais aussi bien Raymond Aron, doivent laisser la place à Kojève ou à Debord, et que c'est cela, enregistrer l'appel situationniste, c'est comprendre que les surrections ou les résurrections subjectivistes alternatives de Schmitt et de Aron, et peut-être d'ailleurs aussi bien d'Althusser, quand il pensait qu'il produisait la science du prolétariat, tout cela cède
devant les figures du discours produits par Kojève et les figures de l'impossible produits par Debord. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la relecture de Marx, hein, vous le remarquez, et je me permets de l'assumer, en tout cas dans la construction de mon discours. Après, on pourra affiner nos évaluations. Je crois donc qu'une politique d'injonction, ce que j'appellerais très cruellement une politique socialiste, est précisément rendue impossible par Marx relu dans ces termes. Je crois que les formes de subjectivité qui nous restent disponibles et que nous pouvons mobiliser dans les souffrances qui sont les nôtres sont solidaires des formes de totalité dont nous dépendons. Que c'est en tant que nous sommes vecteurs des potentialités d'une totalité que nous pouvons encore produire une revendication personnelle et singulière. Et vous allez me dire, les totalités, parce qu'elles sont totalités et qu'elles se déploient selon des régularités, m'asservissent avant même que j'ai eu le temps d'élever le ton. Alors je dirais que parce que je crois que la globalisation se produit par la rivalité des totalités, c'est-à-dire de ce que j'appelle les Marx-empires, parce qu'il y a des chocs entre les sphères des empires qui courent ensemble vers la totalisation, alors je pense qu'au point de choc entre les totalités, pensons ici bien sûr à l'Europe et à la Crimée, l'Europe englobant l'Ukraine et se retrouvant face au pouvoir qui s'exprime en Crimée, au point de contact des empires qui viennent à se combattre et à s'éliminer dans le désir de globalisation du capital, en cet instant, l'appartenance que nous actons à une totalité particulière libère un pouvoir de parole, un pouvoir de réflexion et un pouvoir de contestation qui profite de la force de la totalité dont nous venons et qui produit une conscience que la totalité seule n'enregistre pas. Bien sûr, il me faudra un jour ou ce soir expliciter comment j'utilise ici Malebranche et Leibniz. On va dire juste une formule pour résumer le problème. Je pense que le sujet n'est jamais que l'occasion d'une totalité, mais que quand viennent à s'entrechoquer les totalités, alors les occasions prennent une direction vectorielle qui leur permet de protester contre le destin que les totalités leur réservent et auquel ils les soumettent. Je laisse ce point très difficile, car maintenant je veux vous libérer une nouvelle idée du matérialisme de Marx. Tout à l'heure, j'ai dit que le matérialisme était le moment substratique d'une pensée critique du platonisme ambiant. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un droit au matérialisme dans la pensée. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait nommer en un sens assez vague, mais pertinent, aristotélisme ou néo-aristotélisme, ce matérialisme. Mais comme Marx est un vrai penseur total, Marx dispose d'un moment idéaliste, très complexe, très séduisant, et qui bien sûr a un rapport essentiel avec le fétichisme. Je vais donc traiter du moment idéaliste de la totalité marxienne. Vous le savez qu'avant d'être une histoire de la lutte des classes, si vous le lisez contrairement à ce que prétendait ou proposait Althusser par le début, c'est-à-dire par la théorie de la monnaie, vous savez que le capital est d'abord une généalogie de l'argent. Comment quelque chose comme l'argent est possible dans la relation des marchandises et la création de la valeur. Et cette généalogie de l'argent se situe au sein d'une thèse dont la puissance est évidemment sidérante. C'est cette théorie qu'il appelle du monde fantomatique de la valeur. C'est-à-dire l'ensemble des processus faux, car là nous allons parler du faux. L'idéalisme a un lien fort, causal avec le monde, mais qui est lié au faux.
En effet, ce moment faux qui fait que pour qu'il y ait système d'échange et engagement dans la production d'une plus-value, il faut que l'équivalent monnaie, l'équivalent or à l'époque de Marx, mais l'équivalent monnaie qui va enregistrer les lois du marché, trahisse d'une façon essentielle le fondement dans le travail de la valeur. Il faut que sans cesse, dans le capital, l'idéation fausse de la monnaie vienne à trahir le travail pour que le système fonctionne. Et sa véritable exploitation, ce n'est pas tant que des patrons injustes exploitent des ouvriers justes et destinés à s'inscrire au parti. Le véritable mécanisme, c'est que le système monétaire et le système de la loi d'échange ne peut fonctionner qu'à trahir essentiellement les rapports réels qui s'effectuent dans la valeur d'usage et l'investissement de cette valeur d'usage dans le travail pour produire des utilités. Ainsi donc, il y a un moment faux. Mais ne nous précipitons pas pour, dans quelques visées révolutionnaires, l'abattre ou croire en avoir raison à l'instant. Voyons la consistance du moment faux. La consistance du moment faux, c'est ce que j'appelle le moment idéaliste du système. C'est-à-dire que Marx a eu cette perspicacité que j'appellerais digne de Moïse, de voir que sans le veau d'or, on ne comprend pas les hommes. Marx n'est pas du tout celui qui veut briser le veau d'or, c'est le deuxième Moïse, Marx. Il y a deux Moïse. Il y a le Moïse qui descend de la montagne et qui voit que les Hébreux jouent autour du veau d'or. Ça, c'est pas le Marx auquel je m'attache ici, car ce Moïse-là, vous le savez, brise les tables de la loi transcendante qui aurait dû libérer l'humanité de l'idolâtrie, et par conséquent, ça n'est pas celui qui nous importe. Il y a le deuxième Moïse, c'est celui qui comprend que l'anthropologie va reposer sur le veau d'or et que produire une Torah, produire une loi, c'est régler l'usage du veau d'or, en aucune manière et définitivement l'abolir. Je dis donc que ce second Moïse est celui qui, dans sa théorie du fétichisme, va discerner un moment magique dans les sociétés et va faire basculer sa lucidité critique légendaire en une répétition systématique du principe d'illusion. Il faut s'illusionner avec les illusionnés pour comprendre le mécanisme de l'illusion. À cet instant, à mon sens, Marx prend un autre masque, il devient un théologien. Le théologien du faux ou encore le théologien du fétiche. C'est lui, en effet, qui, avec une précision théologique admirable, va montrer que le système fétichiste du capital repose sur des modèles issus de la théologie chrétienne, et en premier, de la Trinité. Le credo de l'argent, l'intégration de toutes les valeurs de l'Évangile, du christianisme et de l'homme incarné, comme condition du fonctionnement de la valeur et de la circulation fausse de la forme fétiche. Ainsi donc, on en arrive à un moment très curieux où le Marx critique est tellement critique qu'il fait corps avec son objet en produisant ce qu'on pourrait appeler avec Lévi-Strauss le totémisme occidental, qui est un totémisme chrétien, un totémisme théologique, un totémisme trinitaire. Le matérialisme, dit Marx, du moins c'est moi qui colle ces mots, mais qui appartiennent fondamentalement à Marx, j'énonce donc cette proposition, le matérialisme devient un surnaturalisme, au sens où il s'intéresse au mystère, dit-il, de la surnature de la valeur. Et cette surnature ne plie, quand on veut en produire l'intelligibilité, qu'à l'intérieur d'un système qui est celui de la théologie chrétienne. Vous verrez que donc toutes les images, toutes les comparaisons, toutes les rencontres avec le christianisme que vous trouvez à longueur de page dans les énoncés sur le capital ne sont pas des rencontres simplement pour vous rendre loisible de mieux comprendre les vérités du capital. C'est essentiellement parce que le modèle de fond qui permet de leur produire l'intelligibilité qu'elles méritent, c'est précisément les énoncés d'une théologie chrétienne, et je dirais évidemment plus précisément d'une théologie protestante.
Je dirais donc que il y a ici un moment où Marx prend très au sérieux sa propre formule, l'argent est un cristal. Si vous voulez comprendre un cristal, vous pouvez aussi le brûler pour voir la cendre qu'il va produire. Et la révolution, d'une certaine façon, c'est brûler le cristal de l'argent. Mais vous pouvez aussi produire la géométrie de ce cristal et les macles qui le constituent et qui en constituent les bords et les formes géométrisées. Ainsi donc, il y a un moment qui m'importe que je souligne ici, c'est ce que j'appellerais le travail de diamantaire de Marx, qui, au lieu de simplement se précipiter sur l'argent cristallisé pour en faire sortir quelques vérités supposées, va être le polisseur des angles du cristal de l'argent. En cet instant, Marx rencontre un auteur de grand poids qu'il a lu, critiqué dans le Capital même et qui, chez les spécialistes de la pensée italienne, a toujours été au premier plan du dialogue avec Marx. J'ai nommé Giambattista Vico. Vico, c'est un auteur qui, exactement comme Marx, pense que les registres sociaux reposent sur une production, sauf que chez Marx, il repose sur une production d'objets matériels, à l'intérieur de pratiques concrètes de production. Chez Vico, la production sociale est toujours et seulement une production poétique. Par poétique, ça ne veut pas dire qu'il y aurait quelque ambiguïté, il s'agit bien de produire un poème. Quel poème? Le poème de l'unanimité sociale, c'est-à-dire, en termes de l'histoire occidentale, les 12 dieux majeurs du polythéisme. Les 12 dieux majeurs du polythéisme sont le fonctionnement poétique que requiert tout équilibre social. Il faut donc un poème qui constitue l'ordre social afin de lui donner son droit de fonctionnement et la capacité d'accéder à d'autres types de production. Car la thèse de Vico est exactement inverse à celle de Marx. Pour produire matériellement, il faut d'abord produire religieusement dans le poème de Jupiter. Si vous voulez, dit Vico, produire un droit, il faut d'abord croire aux dieux qui vont garantir ce droit. C'est pourquoi il appelle le droit une poésie sévère. De même, si vous voulez produire une technologie, parce qu'il y a là cette thèse extraordinaire chez Vico, que la technologie est un poème, il faut donc que vous réassuriez votre technologie dans le poème de, par exemple, de Vulcain, pour que vous puissiez accéder à la technologie productive. Donc, c'est ce qu'il appelle un poème réel. Donc, poème sévère, poème réel, ce sont les deux qualifiants qui donnent à la poésie son rôle de règle sociale et sa capacité à entrer dans un débat avec les autres hommes et avec la nature. Voilà ce que porte essentiellement l'œuvre de Vico. Donc, si je reviens à ce que je disais antérieurement, si on admet que dans son rapport à la totalité, car c'est toujours ça le présupposé, imposé, comme je l'ai dit, par les grandes rivalités d'empire dans la globalisation, si donc dans ce rapport à la totalité, on est obligé de reconnaître un moment de cristallisation de l'argent et une théologie de cette cristallisation, il y a un moment très curieux qui fait partie de ce que j'appellerais l'honnêteté de Marx, où Marx devient au fond son propre enchanteur, loin de seulement détruire le capitalisme, il le refonde, exactement comme Vico produisait le poème de la société romaine. Il le refonde, il en devient le poète au sens de Vico, c'est-à-dire celui qui donne les conditions poétiques de production des énoncés dans un corps social. En somme, tout à l'heure j'ai dit que Marx était Moïse, maintenant je suis obligé de vous dire qu'il est Homère. Il est l'Homère, l'aède du capitalisme, qui se garde bien de conclure son poème et qui aura donc des continuateurs, exactement comme le roman de la Rose de Jean Demain, qui doit être sans cesse continué. Il y a ainsi un poème de Marx qui n'a pas été soupçonné par les tenants de la praxis révolutionnaire. À cette proposition, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on rencontre la vérité? Vous venez de nous faire l'éloge de l'erreur. Et une erreur qui n'est pas simplement une erreur théorique, hein, c'est une erreur qui tue des gens, on est bien d'accord. C'est une erreur qui ravage la terre. Ce ne sont pas des erreurs pour rire, ce sont des erreurs qui s'appellent exploitation, qui s'appellent éradication, qui s'appellent extermination. Mais qu'importe, là on s'occupe de philosophie, on a donc le droit de parler froidement en ces termes. Voilà donc que se pose la question, quand et à quel moment
cette erreur va rencontrer son savoir. Je pense, à mon sens, que Marx ici remobilise l'opposition théologique classique de la foi et du savoir. Pour que les pays s'endettent et que la production fonctionne sur l'endettement des États, il faut une foi. C'est pas moi qui le dis, ça c'est Marx qui le dit. Il faut que vous croyiez assez à la stabilité de l'économie mondiale pour investir votre argent et produire de la plus-value. Il faut donc y croire. Et cet acte de croire est enraciné dans les plus vieux mensonges de la monnaie et de l'exploitation fétichiste telle que je l'ai raconté. Il y a donc une pyramide de la foi qui est supposée par le fonctionnement de l'argent. Arrive maintenant le monde du savoir. Je vous rappelle que, à partir de Thomas d'Aquin, on s'est posé la question, on ne va pas simplement subir le christianisme, on va essayer de le savoir. Et que donc il faut produire le discours qu'on appelle de la conformité de la foi et du savoir. Je pense que Marx appartient encore à ce moment de conformité de la foi et du savoir. Et quel est le moment? Comment va-t-il et au nom de quoi va-t-il produire une intelligibilité de la pyramide de la foi sur laquelle repose le massif théologique du capitalisme? Mon idée, c'est que c'est précisément parce que Marx a choisi la voie philosophique, et je dirais même la voie métaphysique d'une pensée de la totalité, qu'il est capable de produire du vrai avec tout ce faux. Je crois même qu'il a trouvé le concept qui faisait rendre gorge à ce faux de la foi du capital pour lui restituer une valeur de vérité. Et c'est ce qui, dans la traduction française, on en reste là pour l'instant, il appelle la substance automatique du capital. Pourquoi cette formule drôle, Marx est toujours très drôle dans sa cruauté absolue, pourquoi la substance automatique du capital, ça compte en philosophie? Ben, je vous l'explique tout de suite. Parce que d'une part, la substance automatique du capital, c'est la Trinité. C'est-à-dire, c'est parce que il y a des moments trinitaires dans l'acte d'investissement monétaire et capitaliste qu'il y a production de richesse. Mais c'est là que la philosophie relève la tête. Pour pouvoir concevoir le caractère automatique de la Trinité, il ne faut pas se contenter d'être un croyant. Il faut connaître un peu de philosophie. Et la notion de philosophie qui émerge ici, fondatrice de l'idée de système, c'est celle de cause de soi. Retenez bien la notion de cause de soi. Si on veut faire plus prétentieux, on dirait en latin causa sui. Causa sui, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qu'a inventé Descartes. C'est un concept qu'a inventé Descartes parce qu'il se posait une question malsaine, Descartes. C'est demander jusqu'où on pouvait légitimer, développer la notion de causalité. Est-ce qu'il y a une limite à la causalité? Et Descartes froidement a déclaré que même pas Dieu n'échappait à la causalité. Mais que Dieu avait un régime de causalité très spécial qui va faire la fortune de Descartes, mais surtout de Spinoza, cause de soi. Dieu est une cause d'un genre très particulier qui se produit lui-même. Je traduis en langage marxiste, Dieu, la cause de soi, c'est la substance automatique. Ainsi donc, par la notion de cause de soi, par la reprise des débats autour de la cause de soi et l'élévation de l'argent à un statut théologique, Marx va nous restituer une dignité métaphysique, non religieuse, une dignité métaphysique à la loi de l'argent. Il va transformer le massif du faux en une possibilité de vrai. Et c'est là que Marx est révolutionnaire. Pas dans les cortèges, pas dans les poings levés, ni dans les goulags. Marx est révolutionnaire quand, renonçant à une simple description de diamantaire du fonctionnement de l'argent, il nomme cause de soi, c'est-à-dire extension de la causalité jusqu'au tréfonds du capitalisme. Il nomme donc cause de soi le mécanisme de l'investissement, le mécanisme de la plus-value et le mécanisme de l'exploitation. Ainsi donc, à partir de Descartes, et il faudrait montrer à quel point
cet engagement s'est accompli grâce à 3 géants de la pensée. Descartes qui dit que Dieu est cause de soi, Leibniz qui dit que Dieu est possible, et Spinoza qui dit que Dieu est puissance. Cette triade, la cause de soi, la possibilité, la puissance, ce sont les moyens par lesquels la rationalité occidentale libre produit son moment de liberté par rapport au caractère écrasant de la foi du capital. Ainsi donc, c'est par la philosophie et par cette conquête de la cause de soi, et non par le parti, que Marx est vrai. Voilà la découverte que Marx exigeait et que le stade présent du développement du capitalisme comme totalité implique. En tout cas, c'est la position que je soutiens. Il faut donc, et c'est là le programme, accompagner ce retour de Marx en philosophie et dans la dignité de l'intelligence que suppose le concept de cause de soi. Une philosophie qui ne se dérobe pas, contrairement à ce que voulait Lévinas, au désir de la totalité qui possède le monde, mais qui l'accompagne pour lui produire et énoncer sa loi intérieure. Et ce que je pense, c'est que les sciences humaines, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas des pensées qui assument par principe le réel, mais par description et par combinaison constructiviste, les sciences humaines n'en finiront jamais toutes seules de vérifier Marx. Seule une pensée de concept et par concept peut constituer un véritable moteur de vérité, et donc cette libération qui seule nous intéresse, la libération par la vérité. Ainsi donc, le motif suprême du marxisme, qui va se nommer communisme, ne va pas être le produit simplement d'une lutte, mais il va être le produit d'une libération vraie, et c'est pourquoi le communisme est métaphysique ou il n'est pas. Je crois, et ça sera le moment lyrique de mon propos par lequel je m'arrêterai, je crois que la totalité des totalités reste le communisme. Je donnerai comme tâche à l'intelligence, pour nous aujourd'hui, de reconnaître que derrière cette totalisation mondiale sauvage, destructrice, absolue, il y a peut-être un certain communisme mondial qui se cherche. C'est du moins le brin d'espérance que je discerne derrière ou dans le choc des empires. Au fond, les empires veulent être tout, et à force de vouloir être tout, est-ce qu'on ne devient pas d'une certaine façon tout à tous, ce que je nommerais la formule intérieure du communisme, être tout à tous. Moi aussi, vous voyez, il n'y a pas que Badiou qui cite Saint Paul, moi aussi je cite Saint Paul. Bien sûr, ce renversement n'est pas en vue. Et je suis absolument certain qu'il sera soustrait pour toujours à nos générations. Nous pouvons tous aller au Père-Lachaise, nous ne le verrons pas. Mais il me semble que c'est la tonalité de l'espérance moderne. Je ne crois pas qu'on puisse définir, si en tout cas on est un penseur de la totalité, l'espérance indépendamment du communisme. Je crois que l'heure pourrait venir un jour où se produirait ce que j'appellerais une propagation de l'instant communiste. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous vivons à tout instant, et d'abord dans l'équilibre de nos cellules dans notre corps, dans ce que j'appelle un instant communiste, qui est peut-être ce qu'on appellerait plus profondément encore le battement du cœur. L'instant communiste dont vit notre cœur et dont vit notre corps est l'anticipation de la société globale que pourrait produire l'acte communiste politique. Il faudrait au fond que notre agencement cellulaire, loin d'être promis au concert qui nous attend déjà, produise cette maîtrise de ces flux et de ces circulations qu'on appellerait le communisme, l'inverse du cancer. Et moi, j'ai trouvé un auteur qui dit ça. J'allais dire un seul. Ce jeu du monde où le corps communiste
annonce la société communiste, je l'ai trouvé dans les mythologies pantagruéliques de François Rabelais. J'appellerai en effet maintenant, communiste par son nom rabelaisien, télémisme, ou l'art de faire ce que veut, c'est-à-dire une certaine liberté des corps, se propageant à une certaine liberté des esprits, engagé dans une formule admirable proposée par Rabelais, réformer en liberté totale. Réformer en liberté totale. Certes, Marx a une conception plus qu'elliptique de cette métamorphose. Mais je crois qu'il existe dans le Rabelais gallique, je veux dire le Rabelais des sources du pays gallo, mais aussi dans le Rabelais de Bakhtin et dans d'autres formes de pantagruélisme que nous voyons sommeiller en Chine, au Japon, en Inde, en Roumanie. Toute cette latence pantagruélique des peuples nous invite à une vigilance télémique et répondant en ceci au fameux mot d'ordre, je préfère et je vous propose l'abbaye de Thélème à la place de la grève générale. Et c'est pourquoi moi aussi je lis Vico, comme cet illustre auteur, mais je propose, pour résister le temps de la longue tristesse qui nous attend encore, d'entrer dans les longues, lentes, complexes et inversées mythologies de Rabelais, condition de ce communisme qui n'est pas séparable de l'intelligence. Je vous remercie.